Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire un entretien en français et je vais vous parler de quelque chose de très important. C'est quelque chose qui était prévisible et c'est ça qui me désole le plus. Alors, je suis auteur de ce livre, La science, que j'ai édité. C'est un livre très important. Il dit des choses essentielles, il dit des choses importantes. Je vous ai dit, c'est une réflexion d'une vie. Et ce bouquin est venu à cause de quoi? Il est venu à cause de Macron, d'Emmanuel Macron. En 2017, je lui ai écrit un courrier et je lui ai dit Éric Zemmour, le plus grand danger de France. Je ne croyais pas si bien dire. À l'époque, il y avait Dieudonné, il y avait Soral, on s'attaquait à l'égard de ces deux personnages, et moi j'ai écrit Dieudonné, pardon, Éric Zemmour, l'homme le plus dangereux de France. Pourquoi? Parce qu'il fait de la politique, il donne de l'opinion, il passe dans un média important, il dit des bêtises, il n'y a personne pour le contredire. Et on était dans un contexte où les outsiders se permettaient, enfin, parvenaient au pouvoir. Et il y avait l'exemple de Nigel Farage qui a abusé de sa présence au Parlement pour faire des films qui n'étaient pas dans le cadre du Parlement européen et qu'il a reproduit comme si c'était la parole du Parlement européen et qui a conduit au Brexit. Le Brexit est une grosse catastrophe. Économiquement, politiquement, c'est un gros échec. Mais que voulez-vous? La démocratie a parlé et comment il s'appelle? Fitzgerald, l'anglais là, j'ai oublié son nom, j'ai perdu son nom. Il a disparu de la circulation, Nigel Farage a disparu de la circulation, on ne l'a plus revu. Ensuite, Macron lui-même est un produit de l'outsider. C'est quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'a pas de parti politique et qui arrive au pouvoir. Qui est arrivé au pouvoir, pourquoi? Certainement à cause d'une influence d'un journal populaire, le choc des images ou le choc des photos qui s'appelle Paris Match. Et donc c'est un journal qui diffuse à grande audience et finalement c'est ce journal qui a choisi son candidat et c'est ce journal qui a pu l'imposer. Et donc Macron a été élu un peu, c'est un peu le succès de l'outsider. Il a réussi. Mais bon, on peut dire que Macron, bon, c'est pas un politique dans le pur sens du terme, c'est pas un mauvais président, c'est surtout pas un président dangereux. Bien sûr qu'il a des incompétences, il a commis quelques erreurs assez dramatiques, notamment sur le CFA, sur la relation avec l'Afrique, dans quelques dossiers, il a été quelque peu défaillant. Et avec moi-même aussi, puisqu'il a refusé de me rencontrer. J'ai demandé une audience. Je voulais lui parler du danger de Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, il fallait le surveiller. Aujourd'hui, c'est trop tard. Mais à l'époque, vous savez, Dieudonné, on l'a sanctionné avec des procès, on l'a coupé de YouTube, on l'a coupé de plein de choses. Et à l'époque, comment il s'appelle, le Premier ministre français, Lopez, j'ai oublié son nom, m'excuse, il a fait une croisade contre Dieudonné, mais ça n'avait pas de sens, c'était ridicule, c'était rabaisser l'État au nom d'une liberté d'expression, c'était pas bien. Je ne crois pas que Dieudonné soit raciste, au contraire. Moi, je ne le pense pas. Bon, il fait de l'humour contre les juifs, contre les clichés, mais même les juifs en rigolent. Les premiers qui rient d'eux-mêmes sont les juifs. Voyons, quand on est puissant, on laisse ça à sa place. C'est dérisoire, c'est pas, c'est de la rigolade. Soral, c'est un peu plus délicat parce que lui, il fait du racisme intellectualisé. Et c'est même pas du racisme. Mais je pense qu'il reste quand même modéré. Et Soral a été sanctionné par les tribunaux. Dieudonné a été sanctionné par la censure. Mais Éric Zemmour, rien du tout. On l'a laissé dire des bêtises sur le plan historique, de fausses synthèses, etc. On l'a laissé parler tous les jours sur une audience publique de CNews. Mais il a pris de l'importance, il a pris de l'intérêt, il a libéré la parole. Parce que c'est un Nord-Africain, Zemmour. Zemmour est un Nord-Africain. Eh oui.
Et au nom c'est-à-dire que le Nord-Africain peut se permettre de, je veux dire, la politesse, je veux dire, on ne peut pas se permettre de dire du mal d'une chose qu'on ne connaît pas. Si on n'est pas musulman, on ne parle pas de l'islam. Si on n'est pas bouddhiste, on ne critique pas le bouddhisme. C'est certainement une philosophie spirituelle qui a ses bons positifs. Je ne peux pas non plus ne pas être issu de cette culture et critiquer cette culture. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Bien sûr, on peut avoir une impression, mais c'est pas pour ça que l'on va juger. Et ce gars-là, qui est un berbère nord-africain, se met dans la peau d'un catholique. C'est extraordinaire, ça. Alors qu'il n'est pas catholique. Il n'est même pas catholique. Il n'est ni catholique ni musulman. Et il se met donc, au nom du christianisme le plus intransigeant, sans savoir ce que c'est que le catholicisme. Il ne sait pas ce que c'est que le catholicisme. La chrétienté, il ne sait pas ce que c'est. Donc il se met sur le dos de cette chrétienté pour dénoncer l'islam. Mais moi, j'aurais des leçons à lui donner, autant dans le christianisme que dans l'islam. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet, c'est de dire, c'est de parler du risque de l'outsider. L'outsider, c'est quelque chose qu'on a vu avec Macron, c'est quelque chose qu'on a vu avec Trump, et qu'on a vu avec en Italie, qu'on a vu en Angleterre, avec la conséquence du Brexit, qu'on a vu en Tunisie avec Kais Saïd, et qu'est-ce qu'il y a encore? On l'a vu au Brésil, et parfois c'est source de catastrophes. Il y a des décisions non professionnelles, il y a des décisions dangereuses qui sont prises, il y a la continuité de l'État qui n'est pas poursuivie. Et donc dans ce bouquin, je parle du risque de l'outsider et comment éviter le risque de l'outsider. Il y a des moyens d'éviter. C'est tout simplement en professionnalisant la politique. Et tout le monde se félicite du déclin des partis politiques, mais c'est pas bien. C'est une très grosse erreur. Vous savez, c'est le corps des hôpitaux qui nomme un directeur d'hôpital. Vous savez que c'est le corps du barreau qui nomme, je ne sais pas, un président du barreau, un bâtonnier. Vous savez que tout spécialiste est nommé par sa caste. Comment voulez-vous que celui qui va diriger une nation, celui qui va conduire les peuples, va être désigné comme ça au suffrage du vote, de son sourire ou pas? Et il y a de forts risques de voir élu Éric Zemmour. C'est pour ça que je fais cette vidéo dans le sens qu'il faut appeler au professionnalisme. Les partis politiques sont la boîte à penser. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que hier, il y a eu un incendie, je ne sais pas si vous avez suivi les événements en Tunisie. Il y a eu un homme qui s'est immolé au sein du parti Nahda de Tunisie. Alors l'immolation, c'est plus une culture asiatique. Nous n'avons pas ça dans la culture africaine et musulmane. On n'a pas ça. C'est une très grosse souffrance. Je ne sais plus d'où nous est venu cet acte. Le suicide est interdit en islam. Alors venir s'enflammer, mais s'enflammer c'est le diable, c'est la plus grosse des souffrances. Et donc il y en a un qui n'a, pour des raisons de revendication familiale, personnelle, est venu à revendiquer son droit au sein du parti. D'abord, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu, c'est pas là où on réclame ses droits. Le parti, c'est un lieu de réflexion sur la société. Le parti politique, c'est là où on voit les idées, on est ouvert à toutes les idées, on est ouvert aux études, on est ouvert à l'échange, on est ouvert au débat. C'est ça les partis politiques. Et donc, on doit ouvrir la porte à tous les intellectuels, à toutes les opinions, mais pas le service social, c'est pas le lieu. Et ce monsieur est venu donc se plaindre dans sa condition en disant qu'il aurait tout donné pour le mouvement Nahda et que le Nahda ne l'aurait pas rendu et qu'il est dans la souffrance et qu'en conséquence il s'immole et il provoque un incendie avec 18 personnes brûlées. Et l'incendie va si loin, on y monte à l'étage, on a même un ancien ministre qui a dû fuir le feu et qui est tombé et qui s'est cassé les jambes. Et en fait, un parti politique, toutes ces attaques contre les partis politiques, c'est un autre sujet, mais en Tunisie, on a démoli la démocratie, maintenant on est en train de détruire les partis politiques. Or, les partis politiques sont essentiels, ils sont proches de la pensée, proches du débat, ouverts. Ce sont des structures qui doivent se professionnaliser, c'est elles qui mettent les candidats qui vont s'occuper des élus.
c'est elle qui propose, c'est les partis politiques qui proposent les élus. Donc ça n'existe pas la réalité, mais c'est une des recommandations que je fais, c'est que tout doit passer par les partis politiques. Si on veut faire de la politique, on doit passer par les partis politiques. Alors bien sûr, il ne doit pas y avoir un seul parti, il y a 4 partis bien sûr. Je prends le schéma de l'exemple français, en tant que modèle. Bon, c'est pas exactement ça, mais le modèle français, par exemple, on imagine 4 partis, 2 de gauche, 2 de droite, 2 structures politiques soutenues par le gouvernement, soutenues par le gouvernement, soutenues par le gouvernement. Attention, parce que ce sont des institutions. Elles ne doivent pas courir pour chercher des fonds. Elles sont là pour former les gouvernants, ceux qui vont diriger le pays. C'est elles qui les forment, qui les choisissent, qui les écoutent, qui les accompagnent. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui prétend à diriger une municipalité, eh bien, il y a la formation, il y a la connaissance, mais il y a aussi l'école. C'est-à-dire qu'il a des règles à pratiquer. Et donc, les partis politiques sont essentiels. Il faut professionnaliser les partis politiques. Il ne faut pas se féliciter de la dégradation des partis politiques. On ne peut pas, M. Zemmour arrive, il crée un parti, il crée un parti, il crée un parti, et c'est lui le candidat, et il va être élu. Macron, c'était pareil. Non, un parti politique doit être enraciné. Il peut proposer des candidats, pas un candidat, des candidats, à partir d'une certaine maturité. On ne peut pas. Aujourd'hui, on a une idée, on développe un parti, et non, il faut avoir fait ses preuves. Partout, vous avez un CV avec des recommandations, avec une expérience à faire valoir, etc., pour réclamer un poste ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que la politique, celle qui dirige les peuples, celle qui conduit les populations, elle doit pas être soumise à ces conditions de professionnalisme? Donc, dans une des idées, bon, la première idée que je voulais soumettre à Macron, d'abord, c'était le contrôle de Éric Zemmour, parce que pour moi, c'était l'homme le plus dangereux de France, parce qu'il propageait la haine, il propage la haine, c'est-à-dire qu'il méprise les gens, mais les gens qu'il méprise, c'est peut-être vous ou moi. Attention, ça dépend de comment on voit ça. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Le droit, il doit rester objectif, il doit rester neutre. On ne doit pas dénoncer. Et Éric Zemmour dénonce des catégories. Il dénonce l'islam comme jamais. Il le prononce avec une puissance comme jamais, comme si l'islam a toujours... Mais qu'est-ce qu'il connaît de l'islam? Qu'est-ce qu'il connaît de l'histoire? Et qu'est-ce qu'il arrive à apporter des vérités en disant du jamais? Ceci à la télévision pour conclure autre chose. Au nom d'une histoire de 600 ou 700 ans en arrière qui est faussée, il veut soumettre ses décisions personnelles d'aujourd'hui, mais attendez, c'est une grosse arnaque d'un point de vue intellectuel. Et la populace suit, et la populace défend, et la populace voudrait qu'on le protège, voudrait qu'on lui sourie. Non, on ne peut pas lui sourire. Dieudonné, on peut rigoler. On peut rigoler avec Dieudonné, oui, parce qu'il rigole, Dieudonné. Même s'il dit, imaginons qu'il dise des bêtises. Celui-là dit des bêtises avec beaucoup de sérieux. Donc il est très dangereux, il est très dangereux. Donc voilà. Et j'aurais souhaité qu'on suive Éric Zemmour et qu'on ne le rate pas au moindre de ses pas. Parce que la sanction judiciaire, elle est duque. Quand vous êtes sanctionné pour une bêtise, pour un racisme, vous ne répéterez plus parce que ça coûte cher. Ça finit par coûter cher. Et on a refusé de me voir, on a refusé de m'écouter, on a refusé... En fait, moi j'avais d'autres propositions à faire. Entre autres sur la théorie cyclique, enfin bref, j'avais plein de choses à présenter parce que je suis dans la réflexion, et je vous dis, c'est la réflexion d'une vie que j'ai posée dans ce livre, que je vous remontre encore une fois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et bon, je n'ai pas été écouté, vous savez, c'était pas dur de m'accorder une audience et de voir la synthèse, et nous aurions évité la crise des Gilets jaunes, nous aurions évité la crise de Zemmour, enfin l'élection de Zemmour, et il y a plein de choses. Parce que j'avais prédit ces choses-là. Je n'ai pas prédit que Zemmour serait président, mais j'ai prédit en tout cas qu'il contribuait à la guerre civile. Et là, imaginez que vous ayez un président, un candidat, c'est-à-dire toute la France est aujourd'hui comme ça. Aujourd'hui, on se ramasse des insultes très facilement. Uniquement parce que l'on éveille sur le danger Zemmour, vous allez vous faire insulter. Vous vous rendez compte? On en est à ce point-là.
Bon, hier encore, je voyais, il prenait des pourcentages en disant oui, en 1960, la brutalité ou la violence civile était de 16%, aujourd'hui elle est de, 60 de 16 pour 1000, aujourd'hui elle est de 61 pour 1000. Eh, eh, attends, lui-même dit que prenez-moi n'importe quel chiffre et je vous ferai dire n'importe quoi. Ben, c'est exactement pareil. Dans les années 60, il y avait un racisme, il y avait une violence dans la société qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Souvenez-vous, quand on était jeune, les salles arabes, les bougnoules, les retours en Algérie, qui concernaient tout autant les pieds noirs, hein, pas seulement les Nord-Africains, hein, elles étaient très courantes. On avait même un maire, là, un maire qui disait qu'ils avaient planté leur pastèque ailleurs. Enfin, bref, c'est pour vous dire, c'était brutal, hein, c'était violent. Hein. Alors, il y avait un racisme, aujourd'hui on n'entend pas ces mots. Il y a toujours du racisme, c'est clair. Mais il est plus dissipé, il est plus courtois, il est plus poli, il est plus indirect, il est plus camouflé. Et on paye parfois les conséquences dans l'emploi, dans le logement, dans des accès à des droits, etc., etc., etc. Et Zemmour, lui, il mystifie une réalité et en fait, il fait avancer que son pas à lui. C'est tout ce qu'il fait. Il fait avancer sa propre carrière à lui et puis il va se planter s'il va être élu. Il va se planter. Il va faire beaucoup de mal dans les relations européennes, dans les relations avec l'Amérique. Bon, je pense que, objectivement, s'il prenait le pouvoir, peut-être qu'on verrait une reconquista, c'est toujours possible. Oui, c'est possible, il va remballer tous les Nord-Africains. Historiquement, c'est arrivé, ça pourrait arriver, oui, ça pourrait arriver, c'est possible. Bon, mon objet, c'est de parler de la professionnalisation de la politique, et je trouve que les partis politiques doivent être là, comme des fondements d'État, subsidiés par l'État. C'est eux qui suivent les universités, qui accompagnent les intellectuels, qui suivent les publications, qui sont là avec les budgets d'études, de recherche. Bien sûr que chaque parti politique oriente les études sociologiques, les études idéologiques qu'il tient, mais elles doivent être tenues, et c'est au sein des partis politiques, c'est là leurs ressources financières. Ils ont des bibliothèques, des bureaux d'études, des bureaux de réflexion, des lieux de débat. Ça, c'est les partis politiques. Et donc, on doit développer cette idée-là. C'est pour ça qu'ils doivent être des institutions publiques. Et le président d'un parti politique ne peut pas être candidat. Il est là pour diriger une boîte intellectuelle. Ce n'est pas la réalité, mais c'est la recommandation que je fais pour professionnaliser la politique. On ne peut pas venir de la politique sans être passé par le parcours des partis politiques, leur encadrement. Et le bel exemple, c'est aussi en Tunisie. Nous avons quelqu'un qui hait les partis. Alors c'est très populiste, je hais les partis. Nos partis, nous, ils viennent d'initiatives privées, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui a soutenu, c'est plus des initiatives individuelles. Mais en fait, elles doivent être publiques, ce doivent être des initiatives d'État. Il faut avoir la confiance de l'État pour tenir les partis politiques. Et nous avons eu un élu en Tunisie aussi, qui est en dehors des partis, et aujourd'hui, sa politique, elle a déstructuré l'État. Il accuse certains partis, comme s'ils avaient régné pendant des années et qu'ils ont foutu le désordre dans le pays. Bon, c'est peut-être vrai, c'est pas vrai. Mais imaginons que ce soit vrai. Est-ce que c'est l'objet? Non. L'objet, tu es à la gouvernance. Montre-nous ce que toi tu sais faire. Ça fait 2 ans que tu es au gouvernement. Alors, si tu veux dénoncer des gens, il y a des tribunaux. Dénoncer, c'est le passé. Nous, on est dans l'avenir, on est dans le présent, on veut du bois, on veut de la pizza, on veut manger, on veut boire, voilà ce qu'on veut. On veut voyager, on veut vivre. Voilà qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu nous proposes pour notre alimentation, pour notre bien-être, pour notre éducation, pour notre vie de tous les jours, pour nos enfants? Pour nos enfants, on est préoccupé par l'avenir de nos enfants, l'école dans laquelle ils iront, la qualité d'études, la qualité de vie, l'environnement, les ressources, le poisson, voilà ce qui nous intéresse. Oh là là, le voisin, il m'énerve depuis ce matin. Je m'excuse, on va avoir de la maçonnerie à côté. Voilà. Donc on a eu un outsider qui est en train et qui est contre les partis. Mais c'est très difficile de faire tenir les partis. Donc ils doivent avoir des subsides publics.
Alors, deuxième recommandation très importante dans ce que je dis, c'est que l'élection, donc outre qu'il y a des candidats venant des partis politiques, c'est la présélection, et d'autre part, qu'il y ait plusieurs qualifiés au deuxième tour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir uniquement 2 finalistes. Regardez, là en ce moment il y a la coupe. Avant de désigner le vainqueur, il y a des étapes. Il y a des quarts de finale, les demi-finales, puis la finale. Et dans tous les métiers, on sélectionne avant d'arriver en ligne finale pour choisir le meilleur des meilleurs. Mais si on se gourre et qu'on a 2 outsiders, qu'est-ce qu'on fait? Macron et Le Pen étaient 2 outsiders. Il a fallu choisir le moins pire. Et on a élu Macron. Macron qui ne venait d'aucune structure politique. C'est un cadre supérieur. Il a eu des financements, on ne sait pas comment. Mais bon, il a été élu. Mais il a ouvert la porte à l'exemple. Là, on a l'exemple d'un jeune gars qui est élu président de la République de France. Bon, on aurait pu avoir pire, mais bon, je veux dire, il se tient, j'ai rien contre la formation du personnage. Il est présidentiable. Il est présidentiable, sauf qu'il n'a pas l'âge. Parce que moi, je pense qu'il faut un minimum de 50 ans pour briguer une présidence. On ne peut pas tenir la présidence des pays quand on a 35 ans, non. Il faut de la bouteille, il faut de l'expérience, un président de 35 ans ou 40 ans, ça ne tient pas la route. Un révolutionnaire, oui, pour faire changer les choses, mais quand il s'agit de diriger, il y a dans la fonction de pouvoir, il y a une maturité, il y a un côté stratège qui vient avec l'âge, un côté équilibre. Pour briguer une présidence, moi je pense minimum de 50 ans, plus c'est pas plus grave. Voilà. Et puis une bonne santé physique et une bonne santé morale, bien entendu. Même la santé physique, on peut lui pardonner, mais morale, elle est essentielle. Hein. Voilà. Donc, quand on a 3 ou 4 candidats en finale, on peut avoir des débats intéressants. Quand on a 2 outsiders, c'est dangereux. Quand on a un favori et un outsider, on évite le débat. Comme on avait eu à l'époque Chirac et Le Pen, ben Chirac ne voulait pas tenir le débat, c'est pas normal. C'est pas normal. Ben, il ne voulait pas tenir parce que s'il tient, l'autre il va peut-être le bouffer. Jean-Marie Le Pen est très fort. Jean-Marie Le Pen est très fort d'un point de vue oral. Donc il aurait pu le bouffer, il aurait pu peut-être bouleverser le. Donc Chirac n'a pas pris le risque. Mais dans une démocratie, je suis désolé, on doit débattre, on doit discuter, on doit montrer les thèmes que l'on pose, on doit parler de son programme, on doit dire ce que. On doit pas inquiéter, on doit rassurer. Et donc, il ne faut pas fuir le débat. Et donc un débat avec 3, 4 candidats est beaucoup plus sain qu'un débat avec 2 candidats. Le débat avec Le Pen, Macron, comment ça s'appelle, Marine, elle était ridicule. Elle riait à la grosse baleine, mais elle était stupide. Elle ne pouvait pas prétendre gouverner la France avec cette façon. En plus, elle faisait des erreurs grossières en économie. Enfin bref, elle est très très mal passée. Mais bon, on voit en tout cas que l'extrême droite a augmenté ses taux. Jean-Marie Le Pen avait eu 18 ou 22% au deuxième tour. Celle-là, elle a eu 33%, je crois. Donc ça avance. Et le prochain c'est Zemmour. S'il obtient ses 500 signatures, il y a tout un appareil fachosphère qui est en place, qui travaille pour lui. Et des grosses, hein, des gros milliardaires. Hein, le fameux, c'est pas Borelli, c'est enfin bref, le gars qui travaille sur l'Afrique, là j'ai oublié son nom. Je m'excuse, je perds la mémoire. Et puis c'est d'autant mieux, comme ça je ne cite pas les noms. C'est un gars qui a fait sa fortune en Afrique. Il a fait sa fortune en Afrique, maintenant il vend tout. Et il vient prêcher le racisme en France. Vous vous rendez compte? Et c'est lui qui soutient Zemmour avec une chaîne TV. Il a acheté Europe 1. Vous vous rendez compte? Europe 1. C'est la grande chaîne. Ça devrait être une chaîne publique. Mais bon, elle a été privatisée et
il y a quand même l'intérêt public, on ne peut pas l'abandonner. Ou alors on doit les soumettre à des conditions strictes. Quand vous donnez de l'information, vous donnez de l'information objective. Vous n'êtes pas là à militer au nom du journalisme. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc il faut changer les lois. La démocratie doit se revitaliser, doit revivre. On ne peut plus rester avec les mêmes règles. Nous avons l'Internet aujourd'hui qui fait que, je vous l'ai cité en anecdote, il suffit d'un micro, une connexion Internet, et vous touchez des millions d'individus. Donc il y a des gens qui ont cette capacité. Nigel Farage, avec des vidéos qui avaient été très bien faites et qui avaient fait rire, moi, à l'époque, elles ont été extrêmement conséquentes. Et les propos de Zemmour sont répétés sans cesse. Et toutes les opinions honteuses, ignobles, etc., elles passent sur le net. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de police. Et comment la police va-t-elle poursuivre tous ces gens-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut changer les règles. Il faut que les conditions de l'élection soient plus compétitives. On peut pas venir comme ça de nulle part conduire l'avion. Non, on peut pas. On peut pas. Je ne peux pas venir et diriger un bloc chirurgical, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas diriger une centrale nucléaire, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Il y a des compétences, tous les métiers exigent cette compétence, et la fonction la plus importante, qui est celle de la politique, celle qui gouverne les gens, celle qui organise la vie des gens, c'est celle qui projette la vie des gens. Et c'est même pas les gens, c'est la planète carrément. Donc il y a des urgences, il y a des... comment est-ce que... Aujourd'hui on nous pose comme problème la sécurité. Croyez-vous que la sécurité est le grand problème? Croyez-vous que la sécurité des femmes soit le grand problème d'aujourd'hui? Oui, elle parle et elle crie très fort. Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que la grande priorité, c'est l'environnement. On est en train de démolir la planète. Et notre Nicolas Hulot, là, il se bat comme un lion, mais il s'est fait avoir par deux, trois procès. Et il est cassé, le monsieur. Hein. Or, il porte quand même un objectif essentiel. C'est dramatique ce qui se passe. Bon, je ne vais pas développer le sujet de l'environnement, mais je pense que c'est une grosse priorité. La souffrance animale est aussi une priorité. L'économie, on ne peut plus continuer comme ça. On doit récupérer, on doit apprendre à récupérer, on doit apprendre à vivre ensemble. Il y a une dégradation des mœurs, une dégradation des esprits. Je le vois particulièrement en Tunisie. Par exemple, en Tunisie, moi j'avais le souvenir de gens très sociables. Et j'avais un ami français qui m'avait dit, on voit que c'est une vieille culture. Mais ce que faisait la force des Tunisiens, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est le pays des Tunis, c'est le pays des Wanassa. Donc c'est le pays des gens sociaux. Et des Twansa, vous voyez, donc c'est le pays des gens sociaux. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est devenu des gens intéressés parce que la problématique économique est devenue essentielle. Elle est financière et bon, pour le moment, il y a encore accès à l'alimentation, mais dans quelques mois, nous serons comment dire, en pénurie de gaz, d'alimentation. Il y a des produits qu'on ne trouve plus. Il y a des produits qu'on ne trouve plus. Et ça va être très difficile de les renouveler. Donc, ouais, je m'excuse, quand je parle en direct, je dis des idées, après je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, je parlais sans doute des priorités, et la priorité de l'éducation en est une. Euh, on a un prof qui a été, il y a quelques jours, un prof a été extrêmement sévère avec un élève, mais s'il a été sévère, c'est que l'élève était impitoyable. Mais tous se sont retournés contre le prof. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez. Vous n'enseignez plus. Eh oui. Voilà, vous faites mal votre enseignement. Vous ne faites plus avec amour. Vous élevez les enfants sans amour. C'est pas normal. C'est pas normal. On doit aimer les enfants qu'on éduque. Et aujourd'hui, les problèmes de l'éducation posent problème. Je vous parle de Djerba, là où je suis. Je suis assez... en tout cas, je vois beaucoup de choses négatives. Mon séjour là me fait voir beaucoup de choses négatives et chaque chose pourrait être développée. Donc moi, ce que je voulais revenir, c'est la professionnalisation de la politique. Il faut des partis politiques. Il faut des partis politiques structurés, aidés par l'État, soutenus, professionnels,
qui vont chercher les candidats, qui vont chercher les candidats, qui vont chercher les candidats. Parce que tout le monde n'a pas envie de montrer sa gueule et de dire votez pour moi. Ça, il faut le savoir. Pourtant, la politique se désigne sur ce critère psychologique d'ego. Il y a des gens qui n'ont pas envie, mais ils sont désintéressés, ils sont neutres, ils sont objectifs. C'est la formation scientifique fait en sorte que l'individu soit neutre dans sa décision. La force du droit, c'est la force du droit objectif. C'est pas l'avocat. L'avocat, il vous défend même si vous avez tué votre mère. Mais le politique, il doit prendre des décisions de manière neutre, qui vaillent pour tout le monde dans l'intérêt collectif. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de... Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé d'Ali Hareid, qui lui, le pauvre monsieur, moi j'ai rien contre lui. C'est un idéaliste musulman. Il a voulu faire de la politique, il a fait de la prison, il s'est engagé, et le pauvre, j'ai rien contre ça. Je ne suis pas d'accord avec ses idées. Mais lui, il a fait ça avec pour la bonne volonté du peuple, au nom de sa foi, au nom de sa croyance. Mais il a fait beaucoup de mécontents. Les gens lui ont dit, ouais, t'as une crapule, t'as profité pour toi. Je crois pas. Je crois qu'il était sincère dans son idéologie, que je ne partage pas, bien entendu. Et c'est là la force de la démocratie. À un certain moment, pour lui dire, écoute, monsieur, là, attention, tu passes sur mes bandes, tu vois. Donc il faut limiter les pouvoirs. Et ça, c'est la force de la démocratie. Et aujourd'hui, la démocratie est assassinée en Tunisie. Elle est assassinée par un homme incompétent. Un homme incompétent. Un homme qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est dramatique. C'est dramatique. Et voilà. Donc il faut appuyer les pouvoirs politiques. On ne peut pas créer un parti politique et se présenter candidat et courir l'élection comme le fait M. Zemmour. M. Zemmour, à la va-vite, maintenant, il crée un parti politique. Il est le candidat. Bon, il attend encore les signatures. Je souhaite qu'il ne les ait pas. C'est mon seul espoir pour qu'il ne soit pas candidat, qu'il ne soit pas élu. Sinon, c'est une grosse catastrophe. Il va nous faire une guerre civile qu'il a appelée, qu'il appelle sans cesse. Et les gens commencent à réaliser ce qu'est Éric Zemmour, donc il modère son langage. Vous voyez, il modère son langage. C'est ça qui est très dangereux. Il modère son langage pour paraître présidentiable. Mais il faut voir tout ce qu'il a prononcé pendant 2 ans. Moi, je ne l'écoutais plus parce qu'il mérissait. Mais il a fait des adeptes. Il a fait beaucoup d'adeptes. Et aujourd'hui, il va faire l'hypocrite. Il va avoir un discours modéré pour gagner les gens du centre, les gens de la droite. Il veut même gagner les gilets jaunes. Oui. Donc il est habile tacticien, mais il va amener une guerre civile, enfin une guerre civile, une violence civile. Il va prendre des mesures de reconquista. Entre parenthèses, la reconquista n'a jamais existé. Hein. La reconquista est un récit historique. Donc elle a été recomposée. On a donné le nom de reconquista après quelques centaines d'années après l'évacuation après que le départ des morts d'Espagne. Vous savez, si vous parlez de l'Afrique du Nord, après l'indépendance, il n'y avait pas Reconquista. Mais tous les pieds noirs sont partis. Toutes les minorités sont parties. Peu à peu. Certains ont essayé de rester. Parce que le bassin méditerranéen était très cosmopolite. Mais avec l'indépendance, on a eu toutes les populations dites françaises, mais qui n'étaient pas françaises. C'était des Maltais, des Génois, des Italiens, des Français, des Espagnols, des mélanges de tout ça, des Alsaciens, même des Allemands. Des Suisses, etc. C'est étonnant, cette population de pieds noirs, qu'on appelle c'était les populations d'Algérie, étaient extrêmement mélangées. Et donc, elles sont parties. Est-ce que c'était une reconquista? On peut lui donner ce nom, non. On lui donne un autre nom. Donc c'est possible qu'avec l'élection de Zemmour, il va s'en prendre aux immigrés, il va s'en prendre au code de la nationalité, il va s'en prendre... Et vous savez, la vie est difficile, hein, le travail est difficile, le machinisme est là, donc on s'est remplacé l'homme par la machine. Donc qui c'est qui subit le chômage? C'est bien sûr les immigrés, etc. Et alors, s'ils n'ont pas de travail, vous allez les renvoyer?
Bon, c'est un scénario du possible. Voilà. Donc, mon idée essentielle, c'est de dire qu'il faut professionnaliser. Et dans mon bouquin, je le dis. Dans mon bouquin, je dis que la politique est une ingénierie. Et quand je vous dis que je l'ai prévu et que je l'ai prédit, c'est pas Madame Soleil, hein, c'est l'analyse d'un système. C'est comme un ingénieur qui regarde une machine et quand il voit un défaut, il va vous dire ah, ça va finir par péter. Ça va finir par péter à un moment. Le piston ne tourne pas, il y a, je sais pas, un petit centième de millimètre de déséquilibre. Ça va rouler, ça va rouler, ça va rouler. Et à partir de 800 km, ça va péter. 800, 900, vous pouvez tenir 200 km, ça peut péter demain. Donc voilà. Ouais. Et bien l'ingénierie politique, c'est pareil. Si vous mettez les conditions de l'élection. Ah oui, l'idée que je voulais dire, c'est qu'il faut réformer les lois. On ne peut pas continuer avec les lois pareilles parce que nous avons l'Internet qui est là. Et l'Internet donne une puissance d'individu. Ça veut dire que Nigel Farage, avec son petit téléphone, a pris une puissance énorme. En Tunisie, la folle, là, c'est pareil. Elle fait des scandales, elle se filme et elle a foutu le désordre dans ce Parlement tunisien. Et la conséquence, c'est qu'on vit en dictature aujourd'hui. C'est que toutes les institutions ont été détruites à cause d'elle. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir énorme, mais il faut changer la législation. On ne peut pas se filmer dans l'enceinte d'un Parlement. Ou en tout cas rapporter les images, sauf les paroles officielles. Les paroles données dans le temps de travail. Oui, mais vous ne pouvez pas diffuser une opinion au nom du Parlement. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc on n'en est pas conscient, mais il faut légiférer. De même que la sélection des candidats, c'est pareil. On peut pas voter comme ça n'importe qui. Donc il faut changer les critères. Et j'ai vu aux informations ce matin, Roselyne Bachelot va changer la loi sur les archives. Vous savez que les archives, je crois qu'on ne peut pas les consulter avant 50 ans ou une certaine période. Et elle prévoit d'ouvrir les archives plutôt que prévu. Mais bravo, Madame Roselyne. C'est bien. C'est très bien ce que vous faites. Parce que on ne peut pas attendre 50 ans. On a besoin de savoir des choses. On a besoin de savoir pour avoir une vérité humaine. Il ne faut pas avoir peur de la vérité historique. Mais il ne faut pas laisser des interprétations, etc. Donc ce que font nos compatriotes algériens, ils cherchent que le négatif, ils cherchent à critiquer, mais qu'à dénoncer, c'est tout ce qu'ils font. Mais non, il y a eu des choses positives, il y a eu les archives de l'Algérie, c'est toute l'organisation. L'Algérie est un des pays, le plus beau pays d'Afrique. Enfin, sans rien dire, c'est le plus beau pays d'Afrique. Les bâtiments que vous avez, les paysages que vous avez, il y a des choses très positives qui ont été faites en Algérie. Mais il faut voir dans les archives qu'il y a des choses très positives. Moi, j'ai vu à l'époque, quand j'étais petit, des témoignages de bonne volonté, des Français d'Algérie qui mettaient leur cœur pour le pays, etc. Donc il ne faut pas voir uniquement le côté négatif, assassin. Ça, c'est les opportunistes qui font ça. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait beaucoup de respect, etc., etc., etc. Il y a eu le cycle de la violence, qui est très dangereux. Le cycle de la violence, il faut jamais l'ouvrir. Et donc on a vécu un cycle de violence avec la Deuxième Guerre mondiale qui a amené une certaine brutalité de la colonisation et de la décolonisation. Ensuite, dans certains pays, on a eu une violence civile, par exemple en Algérie, on ne s'est pas remis de cette violence de la guerre d'Algérie. En Tunisie, Dieu merci, on n'a pas ce souvenir de la violence. On a fait une indépendance en paix et nous avons été en paix. C'est un pays de paix. La Tunisie est un pays de paix. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Lorsque Kais Saïd commence à dénoncer des gens, les gens doivent se défendre. Lorsque des gens ont été dénoncés devant la justice et que la justice n'a pas donné droit, on vient critiquer et que le président critique la justice, mais il est taré ce mec-là. Et la violence, on arrive à la contre-violence. Et l'incendie qu'on a eu, l'immolation qu'on a vue au parti Nada, c'est la conséquence d'une violence. Et la violence, elle a encore brûlé. Les gens s'en sont pris au parti Nada, comme si tous les malheurs étaient dus à ce parti. Or, ce parti, il est civil. Ce parti, je suis désolé, je ne les aime pas, et vous le savez très très bien. Et j'en ai eu peur, mais ils ont été loyaux. Ils ont tenu leur rôle politique.
Bon, ils ne sont pas très compétents. Mais qui est compétent en Tunisie? Moi, j'en connais pas beaucoup, hein, des compétents, hein. J'en connais pas beaucoup. Donc, on peut leur reprocher des tas d'erreurs, mais très souvent, ils ont délaissé le pouvoir plutôt que laisser leur incompétence. Et petit à petit, ils ont fait un peu du nettoyage, et ils ont nettoyé toutes leurs extrêmes, etc., 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 etc. Donc aujourd'hui, c'est un parti, on peut le considérer comme un parti conservateur, islamiste, pas islamiste, musulman conservateur, moi je préfère plutôt cette nomination, et ils ont le droit de se battre pour des idées conservatrices, d'ailleurs nous-mêmes, même si nous sommes athées ou laïcs ou tout ce que vous voulez, on a des côtés conservateurs, parce que c'est un côté protecteur. Donc on ne veut pas balayer le passé, non. On ne veut pas balayer la culture, on ne veut pas balayer... c'est normal. Donc une société, elle est révolutionnaire, oui, il y a des choses qui doivent être changées, mais des choses doivent être conservées. Et aujourd'hui, en ce moment, par exemple, à Djerba, mais c'est la révolution totale. On a oublié nos racines et on est en train de faire... avant-hier, j'étais à la Belledia, ils étaient en train de décider sur les constructions. Et alors, vous savez, prenez un air très sérieux. Moi, j'ai un peu regardé. Oui, monsieur, réunion confidentielle. Il dit, ah, je peux pas assister. Je peux pas assister. J'avais envie de voir un peu. Oh non, avec une grosse autorité. Moi, j'avais envie de leur dire, mais vous avez bousillé notre pays. Vous connaissez pas les racines. Nous sommes une commune agricole. Et vous donnez des autorisations de construire à tout vent, à n'importe comment. Vous êtes en train de détruire l'agriculture. Vous êtes en train de détruire l'arbre nourricier. Mais j'avais envie. Mais moi, dans des autres endroits, on me paye pour que je sois assis avec eux et que je donne une recommandation. Et là, bon, j'ai pas dit qui j'étais, j'ai pas expliqué, j'étais venu un peu discrètement, mais ils m'ont pas laissé m'asseoir. Et de toute façon, j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'espoir. Alors, je reviens à ce que je voulais dire, les partis politiques doivent être là, les règles doivent changer, les lois doivent changer, les lois de la démocratie doivent changer. C'est-à-dire que les élus doivent passer des examens, ils doivent passer par des compétences. Vous savez, 500 signatures, ça veut dire une popularité. Enfin bon, en France, c'est 500 signatures, en Tunisie, je ne sais plus, 10 000. Mais la popularité ne veut pas dire que vous êtes compétent. Vous avez peut-être des gens qui ne sont pas populaires, qui sont très compétents. Je vais prendre par exemple l'exemple de Pompidou. Georges Pompidou, je crois, hein. Je crois que Georges Pompidou était un homme très compétent. Balladur aussi était un homme très compétent. Mais ce n'étaient pas des gens populaires. À travers les urnes, ils ramenaient rien, ces gens-là. Mais dans leur fonction, dans le travail, ils ont été très, très rigoureux, très loyaux, etc. Il semble que Balladur était un homme très compétent dans le travail. L'autre, Georges Pompidou aussi. Georges Pompidou avait des projets industriels, etc., etc. Donc c'était un bon. Eh bien, c'est cette qualité de bonne gestion publique qui doit valoir. Zemmour n'a jamais rien géré, il n'a fait qu'insulter, il n'a fait qu'ironiser, il n'a fait que... Il va vous diriger. Il va vous diriger avec ses pulsions de haine. Vous savez qu'il y a eu des présidents français qui avaient ces pulsions, mais ils les ont camouflées. Ils les ont camouflées. Sarkozy en avait. Il a dû les modérer. De Gaulle les avait. Et il les modérait. Mitterrand a commencé par les avoir. Et puis il a tempéré. Donc il y a certaines pulsions racistes ou comme ça, ou méprisantes, ou existent. Mais les politiciens sont quand même quelque part des diplomates. L'intérêt de l'État veut que l'on parle avec tout le monde, dans l'intérêt général. Et Zemmour, lui, c'est clairement son seul objectif. Il n'y a pas... on arrête de baisser la tête et on lève le front et on relève la France. Voilà ce qu'il dit. Mais attendez, est-ce que vous croyez que c'est le moyen de négocier avec la Chine? Trump a fait ça avec la Chine. La Chine a été très courtoise, mais je crois qu'il lui a rallongé quelques bonnes baffes, hein, je pense. Hein. Enfin, je n'ai pas de détails, même si on n'a pas trop entendu les Chinois. Mais lorsqu'ils réagissent, ils font beaucoup plus mal et beaucoup moins de bruit. Donc voilà, là vous voudrez du bruit au nom de la France. Et bon,
allez, on va arrêter de parler de Zemmour. Je lui fais de la pub inutilement. La seule chose que j'insiste, c'est que il aurait fallu, si Macron m'avait écouté. Ah oui, j'avais envoyé aussi un courrier au président de la Chambre, au président de la Chambre, pour que la sous-commission, pour qu'une sous-commission aux questions politiques étudie la question pour la réforme du code électoral. J'ai oublié son nom, c'était le président, je lui ai écrit changer, modifier, je voulais être invité tout simplement, que je vous explique pourquoi faut-il réformer le code électoral. Pour qu'au deuxième tour, nous n'ayons pas deux candidats. Imaginez qu'on ait Zemmour et Le Pen au deuxième tour. Mais c'est devenu possible. Ah, c'est une catastrophe. Alors que si on changeait, on modifiait le mode électoral avec un travail de la sous-commission, on aurait par exemple les 3-4 candidats, ceux qui auraient les scores les plus élevés. Et à partir de 3-4 candidats, on fait des débats et on vote, et celui qui a le plus de voix est élu. Moi, je pense que c'est une bonne chose si on a recours au vote démocratique. Voilà. Donc, première chose, l'intérêt des partis, professionnaliser la politique par différents moyens, par des réglementations, de nouvelles réglementations. Et autre chose, c'est que modifier le code électoral, c'est les recommandations que j'aurais bien voulu faire entendre. Bon, il y avait autre chose. Il y a autre chose encore sur l'économie cyclique, des choses importantes que j'ai traitées dans ce livre. Voilà. Bon, vous savez bien que si je parle, je n'arrête pas de parler. J'ai tellement de choses. C'est important d'avoir la parole, de dérouler la parole. Mais aussi faudrait-il que cette parole passe auprès de gens, parce que ça aussi c'est mon problème, c'est que je n'arrive pas à porter la parole. Et ça, c'est une question de pouvoir. Il y a des gens qui prennent un téléphone en 2 minutes, ils arrivent à passer le message, et moi je n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du relais. Et le jour où j'ai devant moi une audience utile, alors je peux résumer ma parole en 10 minutes pour aller à l'essentiel. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et je vous dis à bientôt.